Salut à tous. Ce qui s'est produit ensuite a marqué le moment où toute la stratégie a commencé à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Pendant que Washington célébrait publiquement l'annonce d'un blocus naval dans le détroit d'Ormuz, les gouvernements de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis faisaient face en privé à une réalité terrifiante qu'aucune rhétorique militaire ne pouvait dissimuler. Le blocus n'étranglait pas l'Iran, il étranglait la confiance psychologique des propres alliés de l'Amérique. Un blocus peut sembler net dans une formule de podium à la manière de Trump, mais la mer a l'habitude de refuser les chorégraphies de campagne. Au lieu d'isoler Téhéran, la campagne de pression a révélé à quel point les monarchies du Golfe elles-mêmes étaient devenues vulnérables à toute perturbation des voies maritimes régionales. Ces États avaient passé des années à s'aligner sur la doctrine de pression maximale de Washington, convaincus que la puissance militaire américaine forcerait l'Iran à se soumettre rapidement et de manière décisive. Mais, quelques jours après l'annonce du blocus, la dynamique inverse est apparue. La campagne de pression avait l'air puissante sur un panneau de slogans, jusqu'à ce que la pression commence à refluer vers ceux qui avaient imprimé le slogan. Les exportations pétrolières iraniennes ont continué de se diriger vers l'Est, vers la Chine, en quantité énorme, tandis que la marine américaine évitait toute confrontation directe avec des navires battant pavillon étranger, ce qui aurait pu déclencher une crise internationale plus vaste. L'image projetée au monde n'était pas celle d'un contrôle écrasant, c'était l'hésitation. Et en géopolitique, l'hésitation est souvent plus dangereuse que la faiblesse, parce que les alliés commencent à se demander si les garanties de sécurité autour desquelles ils ont bâti toute leur stratégie nationale sont réellement solides lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Pour les États du Golfe, cette prise de conscience a eu l'effet d'un choc immense, parce que la géographie ne négocie pas et la géographie ne se soucie pas des messages politiques. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont des États riches, mais leur richesse repose sur des artères maritimes fragiles qui ne peuvent pas fonctionner dans un environnement de conflit prolongé. Presque tous les piliers de la stabilité économique du Golfe dépendent de voies maritimes ouvertes. Le pétrole doit sortir, la nourriture, les biens industriels, les médicaments, les engrais et les produits de consommation doivent entrer. Peu importe à quel point le camp de Trump vend bruyamment la pression maximale, les porte-conteneurs posent toujours les mêmes questions ennuyeuses, itinéraires, risques, assurances et coûts. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement un corridor énergétique, c'est le système circulatoire de l'économie du Golfe. Dès que ce corridor devient instable, chaque compagnie maritime recalcule le risque. Chaque prime d'assurance explose à la hausse et chaque nécessité importée devient plus coûteuse et plus incertaine. Mais le véritable cauchemar des planificateurs du Golfe dépasse Ormuz lui-même. Au sud-ouest se trouve le détroit de Bab el-Mandeb, la porte des larmes, un autre étroit point de passage maritime reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. Cette route transporte des flux commerciaux et énergétiques essentiels vers l'Europe et les marchés mondiaux. Au-dessus de ce corridor plane la capacité croissante des factions armées du Yémen qui ont déjà démontré leur aptitude à perturber la navigation commerciale lors de précédentes escalades régionales. Soudain, les dirigeants du Golfe se retrouvaient devant la possibilité que leurs deux sorties stratégiques subissent une pression simultanée, l'une contrôlée par la géographie et la proximité iranienne, l'autre influencée par la pression militante alliée au Yémen. Ce n'est pas un défi de sécurité gérable, c'est le plan d'une panique économique, c'est le genre de plan qui apparaît rarement sur une diapositive triomphale de briefing parce que toutes les flèches pointeraient vers ceux qui parlent. À Riyad et à Abu Dhabi, la conversation serait passée presque du jour au lendemain de la confiance à la gestion de crise. Publiquement, les responsables continuaient de publier des déclarations soigneusement formulées sur la stabilité régionale et la coordination diplomatique. En privé toutefois, la peur était beaucoup plus immédiate et concrète. Les discussions auraient porté sur les perturbations de l'approvisionnement, le ralentissement industriel, les risques pour la sécurité alimentaire et la possibilité d'une instabilité intérieure si les interruptions maritimes duraient assez longtemps pour affecter la vie quotidienne dans les villes du Golfe. Ce sont des pays habitués à l'abondance, à la vitesse et au commerce ininterrompu. L'idée que les rayons des supermarchés, les stocks industriels ou les importations essentielles puissent soudain
devenir incertain a brisé des certitudes qui existaient depuis des décennies. La prise de conscience la plus douloureuse pour les dirigeants du Golfe a peu été de comprendre qu'ils avaient contribué à créer la situation même qui les menaçait désormais. Ils avaient soutenu politiquement la campagne de pression, ils avaient accueilli militairement des moyens américains. Ils s'étaient alignés publiquement sur la stratégie de confrontation de Washington, mais lorsque les coups se sont matérialisés, il est devenu évident que les premières victimes et les plus exposées de l'escalade n'étaient pas les décideurs de Washington à des milliers de kilomètres de là, c'était le Golfe lui-même. Pour la machine de pression pro-Trump, c'est toujours la partie pratique. Les applaudissements ont lieu à Washington, pendant que la facture arrive ailleurs. Téhéran a immédiatement reconnu ce basculement et a agi prudemment pour maximiser son levier. Par les canaux diplomatiques, l'Iran a clairement indiqué que toute discussion sérieuse de désescalade commencerait non pas par le pardon, mais par la responsabilité. Le message était simple et d'une efficacité dévastatrice. Les États qui avaient facilité les campagnes de pression, les opérations militaires ou les politiques régionales hostiles ne pouvaient pas désormais s'attendre à une remise à zéro sans douleur, simplement parce que les conséquences étaient devenues inconfortables. En réalité, l'Iran s'est positionné non pas comme la partie isolée cherchant un soulagement, mais comme l'acteur régional tenant soudain la main la plus forte dans la négociation. C'est le moment où le théâtre de la fermeté s'est heurté à l'arithmétique des conséquences. Ce renversement représente l'un des basculements géopolitiques les plus remarquables de l'ère moderne du Golfe. Pendant des décennies, les monarchies du Golfe ont investi des milliards dans un ordre régional conçu pour contenir l'influence iranienne au moyen d'alliances militaires, de conflits par procuration, d'isolement diplomatique et de garanties de sécurité américaine. Pourtant, en quelques semaines, cette architecture est apparue profondément instable. Les mêmes gouvernements qui croyaient autrefois que l'Iran sortirait affaibli de la confrontation envoyaient désormais des délégations vers Téhéran, cherchant des moyens de réduire les tensions avant que les retombées économiques et politiques ne deviennent encore plus incontrôlables. En même temps, la dimension intérieure américaine de la crise a créé une autre couche de contradictions stratégiques. Les États-Unis sont entrés dans cette confrontation avec des prix du carburant élevés, des pressions inflationnistes persistantes et des réserves stratégiques de pétrole historiquement réduites. Dans ces conditions, toute perturbation liée à Hormuz entraînait des conséquences politiques immédiates à l'intérieur même des États-Unis. Les messages à la Trump peuvent déclarer victoire avant le déjeuner, mais les prix du carburant ont tendance à vérifier les faits avant le dîner. Les marchés de l'énergie n'attendent pas les clarifications diplomatiques. Les négociants réagissent instantanément à l'incertitude, et l'incertitude autour du corridor pétrolier le plus critique du monde pousse inévitablement les prix vers le haut. L'Iran l'a parfaitement compris. Tandis que Washington présentait le blocus comme une pression économique contre l'Iran, Téhéran le présentait comme une pression qui finirait par frapper les consommateurs occidentaux plus durement que l'Iran lui-même. Le raisonnement était simple. Les exportations pétrolières iraniennes passaient de plus en plus par des canaux financiers alternatifs et par des acheteurs asiatiques prêts à contourner les mécanismes de pression américains. Pendant ce temps, les économies occidentales demeuraient profondément vulnérables aux hausses des coûts de transport, des prix du carburant et des pressions inflationnistes liées à l'instabilité énergétique. En ce sens, le blocus risquait de s'inverser stratégiquement, une politique destinée à affaiblir économiquement l'Iran, tout en générant simultanément une douleur économique intérieure au sein même de la coalition chargée de l'appliquer. Le rôle de la Chine en arrière-plan n'a fait qu'amplifier cette dynamique. Le slogan promettait un étranglement de l'Iran. Le marché l'a plutôt lu comme une surtaxe imposée à tous les autres. Pékin a observé le déroulement de la confrontation tout en continuant d'acheter de grandes quantités de pétrole iranien et en maintenant une distance prudente par rapport à toute implication militaire directe. Pour la Chine, la crise a révélé les limites du pouvoir coercitif américain lorsqu'il est confronté aux réalités géographiques et à l'interdépendance économique mondiale. Chaque pétrolier qui continuait de transporter du brut iranien vers l'Est, malgré le récit du blocus, affaiblissait la perception d'une capacité totale d'application américaine.
Chaque signe d'anxiété venant des capitales du Golfe renforçait l'idée que les acteurs régionaux commençaient à couvrir leur pari stratégique plutôt que de compter exclusivement sur le parapluie de protection de Washington. Il est difficile de vendre un parapluie comme incassable quand la première tempête pousse tout le monde à vérifier les sorties. En politique internationale, la perception devient souvent réalité bien avant que les politiques officielles ne changent. Ce qui compte, c'est pas simplement de savoir si les alliances survivent formellement, mais si les dirigeants commencent discrètement à se préparer à un monde où ces alliances ne fonctionneront peu, être plus comme avant. C'est pourquoi cette crise dépasse largement le Golfe lui-même. L'histoire ne concerne pas seulement des cargaisons de pétrole, des déploiements navals ou des réunions diplomatiques. Elle porte sur l'effondrement d'hypothèses. L'hypothèse selon laquelle les campagnes de pression américaines isolent automatiquement les adversaires, l'hypothèse selon laquelle les monarchies du Golfe pouvaient participer sans risque à une escalade, sans s'exposer elles-mêmes économiquement, l'hypothèse selon laquelle les points de passage maritime pouvaient être militarisés sans provoquer de conséquences économiques mondiales et peut être surtout l'hypothèse selon laquelle le pouvoir régional au Moyen-Orient ne circule encore que dans une seule direction. La version pro-Trump était nette et bruyante, poussait fort, avoir l'air solide, appelait cela du levier. La région a répondu par quelque chose de moins commode, l'exposition. Ce qui s'est plutôt produit a démontré que la géographie, la dépendance commerciale et la vulnérabilité économique peuvent remodeler les alignements politiques plus vite que les planificateurs militaires ne l'anticipent souvent. En essayant de coincer l'Iran, la stratégie a peu être révélée à quel point il est difficile de coincer un État placé à cheval sur les artères du système énergétique mondial. Pendant des années, Pékin s'est discrètement préparé à ce type exact de confrontation géopolitique. Pendant que Washington restait concentré sur les sanctions, les groupes aéronavals et les campagnes de pression diplomatique, la Chine construisait quelque chose de beaucoup plus durable sous la surface de la politique mondiale, des systèmes alternatifs. Les accords énergétiques de long terme avec l'Iran n'étaient pas des réponses improvisées à une crise. Ils faisaient partie d'une architecture stratégique conçue sur plusieurs décennies. La Chine a continué d'acheter du brut iranien malgré la pression occidentale, a élargi les transactions en yuan et a aidé à construire des voies financières fonctionnant de plus en plus hors de portée du système bancaire américain et des mécanismes d'application traditionnels du Trésor américain. Pendant que la salle de presse cherchait une formule dramatique, Pékin construisait la partie du jeu qui ne tient pas sur une bannière de campagne. Ainsi, lorsque Washington a annoncé le blocus d'Ormuz, en s'attendant à ce que l'économie iranienne s'effondre sous l'isolement, la réponse de Pékin a été immédiate et remarquablement directe. Sous le langage diplomatique officiel, le message de fond était que Washington ne devait pas interférer avec le transport maritime chinois et ne devait pas transformer cette confrontation en conflit dont il n'était pas prêt à absorber les conséquences économiques. La portée de cet avertissement n'était pas liée à une bravade militaire. Tout le monde comprend la puissance de feu écrasante de la marine américaine. La question n'a jamais été de savoir si l'Amérique pouvait physiquement défier des navires dans le Golfe. La question était de savoir si Washington possédait la volonté politique, financière et stratégique d'absorber les conséquences d'une confrontation directe impliquant des cargaisons énergétiques liées à la Chine. Et à ce moment-là, le monde a vu les États-Unis hésiter. Cette hésitation a révélé quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un désaccord tactique sur l'application maritime. Elle a mis en lumière le fait que la structure du pouvoir mondial change discrètement depuis des années pendant que de nombreux décideurs américains continuent de fonctionner selon des hypothèses bâties à une autre époque. C'est là que le tour favori du camp Trump perd de son éclat. Une confiance affichée bruyamment n'est pas la même chose qu'une capacité testée en silence. Un incident direct impliquant un navire chinois dans le détroit d'Ormuz ne resterait pas contenu comme une simple rencontre navale régionale. Les marchés financiers du monde entier réagiraient instantanément. Les prix de l'énergie grimperaient en flèche.
les bourses chuteraient. Les marchés obligataires seraient secoués par la crainte d'une escalade entre les deux plus grandes économies du monde. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par des années d'instabilité, feraient face à une panique immédiate. Washington l'a reconnu, et cette reconnaissance explique précisément pourquoi le récit du blocus a commencé à se défaire presque aussi vite qu'il avait été annoncé. Les États-Unis ne faisaient pas face à une défaite parce que l'Iran possédait une capacité militaire supérieure. Il se heurtait aux limites du levier coercitif dans un monde où l'interdépendance économique restreint désormais l'escalade militaire bien davantage que les stratèges de la guerre froide ne l'avaient imaginé. Au bout du compte, la ligne la plus dure dans la pièce n'était pas une menace lancée depuis un podium, mais le tableur silencieux qui calculait le coût de l'escalade. Au centre de cette transformation se trouve l'érosion lente du système du pétrodollar lui-même. Depuis les années 1970, la domination financière mondiale américaine dépend fortement du lien entre le commerce du pétrole et le dollar américain. Cet arrangement a donné à Washington un levier immense sur le commerce international parce que les transactions énergétiques passaient par des systèmes que les États-Unis pouvaient surveiller, réglementer et transformer en armes au moyen de sanctions. Mais au cours de la dernière décennie, cette structure a commencé à montrer des fissures visibles. La Chine et l'Iran effectuent de plus en plus de transactions hors du système du dollar. La Russie et l'Inde ont élargi des mécanismes commerciaux bilatéraux contournant les institutions financières occidentales. Les monnaies régionales, les systèmes de règlement alternatifs et les achats d'énergie en yuan gagnent progressivement en ampleur. C'est la partie qui ne s'intègre pas proprement dans une phrase de rassemblement à la Trump. Parce que les systèmes parallèles ne scandent pas de slogan. Ils s'accumulent. Aucun de ces changements ne détruit individuellement l'influence financière américaine, mais ensemble, ils signalent quelque chose de bien plus important, l'émergence d'un écosystème économique parallèle, moins vulnérable à la pression américaine. Pékin comprend que cette transition ne se produit pas de manière spectaculaire, ni du jour au lendemain. La Chine aborde la stratégie avec un horizon de long terme, mesuré en décennies plutôt qu'en cycles électoraux. Et du point de vue de Pékin, chaque confrontation qui révèle les limites du pouvoir d'application américain accélère la légitimité graduelle des systèmes alternatifs. Voilà pourquoi la crise d'Ormuz est devenue beaucoup plus qu'un différend sur des cargaisons de pétrole. Elle est devenue une démonstration mondiale des endroits où le levier américain rencontre désormais des limites dures. Le blocus devait mettre en scène la domination écrasante des États-Unis sur l'une des voies navigables les plus stratégiques du monde. Au lieu de cela, il a révélé à quel point Washington demeure dépendant de la coopération des marchés mondiaux, de la stabilité des alliés et de la volonté des autres grandes puissances de tolérer les mesures d'application américaines. Le communiqué voulait afficher la domination. La chaîne d'approvisionnement a discrètement demandé la permission de ne pas être d'accord. La ligne séparant l'ancien ordre unipolaire du système multipolaire émerge est soudain devenue visible sur les eaux mêmes du golfe Persique. D'un côté se dressait l'architecture traditionnelle de la domination navale américaine et des sanctions financières, de l'autre une coalition croissante d'États de plus en plus disposés à construire des mécanismes en dehors de cette structure. L'Iran l'a compris, la Chine l'a compris, et peut être plus important encore, les monarchies du Golfe l'ont compris lorsque les conséquences économiques d'une instabilité prolongée sont devenues impossibles à ignorer. À Riyad et à Abu Dhabi, l'urgence entourant les démarches diplomatiques vers Téhéran s'est intensifiée précisément parce que les dirigeants du Golfe ont reconnu que le temps ne jouait pas en leur faveur. Chaque journée supplémentaire d'incertitude renforçait le levier de l'Iran tout en approfondissant la vulnérabilité du Golfe. Ormuz demeurait exposé à l'escalade. Bab el-Mandeb restait un point de pression vulnérable aux perturbations yéménites. Les coûts d'expédition continuaient de grimper, les risques d'assurance demeuraient élevés. Aucun slogan de campagne ne fait baisser une prime d'assurance une fois que les assureurs sentent la fumée. Et sous tout cela se trouvait la prise de conscience croissante que les économies du Golfe elles-mêmes étaient beaucoup plus fragiles que leur immense richesse ne l'avait longtemps laissé croire aux observateurs extérieurs. La richesse ne peut pas remplacer la géographie.
La richesse ne peut pas contourner les points de passage maritimes. La richesse ne peut pas créer instantanément la sécurité alimentaire ou des systèmes de production nationale pour des États construits autour de la consommation importée et de flux commerciaux ininterrompus. Les États du Golfe sont entrés dans cette confrontation en croyant que le soutien militaire américain garantissait leur isolation stratégique face aux conséquences régionales. Ils ont plutôt découvert qu'ils se tenaient directement sur la ligne de faille de la crise elle-même. Le scénario pro-Trump vendait la protection comme un mur. La région a découvert qu'elle se tenait sur une plaque de pression. Pour Trump et Washington, le dilemme stratégique devenait de plus en plus grave. Une escalade contre la Chine risquait de déclencher exactement le type de choc financier mondial que l'économie américaine était le moins prête à absorber, dans un contexte de préoccupation inflationniste, de prix du carburant élevé et de pression politique intérieure. Pourtant, reculer devant la confrontation comportait son propre coût énorme, parce que cela renforcerait le récit émerge de Téhéran et de Pékin, selon lequel le blocus avait exposé les limites extérieures du pouvoir coercitif américain. En termes géopolitiques, cette perception compte énormément. Les grandes puissances reposent non seulement sur leur capacité militaire, mais aussi sur la crédibilité de leur volonté d'utiliser efficacement leurs leviers. Dès que les alliés et les adversaires commencent à douter de cette crédibilité, l'équilibre de l'influence commence à se déplacer bien avant toute défaite formelle. C'est ce qu'il y a de gênant dans un bluff à l'échelle des grandes puissances. Même le silence qui suit devient un titre. Et c'est précisément là que réside la signification profonde du bras de fer autour d'Ormuz. Il ne s'agit pas seulement de pétroliers, de sanctions ou de patrouilles navales. Il s'agit de la transition d'un système international vers un autre, révélée par une crise centrée sur le corridor énergétique le plus stratégique de la planète. Les monarchies du Golfe font maintenant face à une leçon que la région a livrée à maintes reprises dans l'histoire moderne. Les puissances extérieures peuvent arriver avec des flottes, des alliances et des promesses de protection. Mais la géographie reste la force finale et la plus implacable de la politique moyen-orientale. L'Iran est installé le long de la côte nord du Golfe Persique. Il surplombe le détroit d'Ormuz. Il possède une influence qui s'étend vers la mer Rouge grâce à des alliances régionales et à des relations de procuration. Ces réalités ne peuvent pas être effacées par des sanctions et elles ne peuvent pas être supprimées par des conférences de presse ou des messages politiques. Une conférence de presse peut rebaptiser une crise. Elle ne peut pas déplacer une côte. La géographie donne à l'Iran un levier durable sur les artères du commerce énergétique mondial et chaque grande crise dans le Golfe finit par ramener la région à ce fait inévitable. Désormais, l'initiative appartient entièrement à Téhéran. Et c'est peut être la réalité la plus inconfortable à accepter pour Washington et les monarchies du Golfe. L'Iran n'agit plus sous la pression d'un désespoir immédiat, il agit avec le temps, la géographie et le levier économique de plus en plus de son côté. Chaque journée supplémentaire sans résolution approfondit l'incertitude sur les marchés de l'énergie, accroît l'anxiété dans les capitales du Golfe et expose les limites de la stratégie qui était censée isoler et affaiblir Téhéran. Et c'est pourquoi la ruée diplomatique soudaine vers l'Iran compte autant. Il ne s'agit pas de rencontres symboliques organisées pour les manchettes ou pour le théâtre public. Ce sont des calculs d'urgence effectués par des gouvernements qui comprennent désormais que les conséquences économiques d'une instabilité prolongée pourraient devenir beaucoup plus dangereuses que le coût politique d'un dialogue direct avec Téhéran. Quand le coût de sauver la face devient plus élevé que celui de passer un appel, même le scénario le plus bruyant de la ligne dure commence à perdre du volume. Les États du Golfe sont entrés dans cette confrontation en croyant que la pression américaine forcerait l'Iran à reculer. Ils se retrouvent plutôt devant la possibilité que la campagne de pression ait accéléré un réalignement régional auquel aucun d'entre eux n'était pleinement préparé. Ce qui rend ce moment historiquement important, c'est pas simplement la tension militaire ou la volatilité du marché pétrolier. C'est le basculement psychologique qui se produit sous la surface. Pendant des décennies, la stratégie de sécurité du Golfe reposait sur une hypothèse fondamentale. L'alignement sur Washington garantissait une supériorité stratégique face à l'Iran. Cette hypothèse a façonné les dépenses militaires, la diplomatie régionale
la politique énergétique et les alliances étrangères à travers le Moyen-Orient. Mais les crises ont une façon d'exposer la différence entre la puissance théorique et le levier pratique. En théorie, les États-Unis possèdent encore des capacités militaires inégalées. En pratique, les coûts d'une application complète d'une confrontation dans le détroit d'Ormuz contre des puissances mondiales interconnectées comme la Chine peuvent désormais dépasser ce que Washington est politiquement prêt à absorber. Le camp Trump peut continuer à polir le mot force, mais le levier pratique n'est pas impressionné par la typographie. Les alliés remarquent immédiatement cette distinction. Et une fois que les alliés commencent à s'adapter discrètement à la possibilité que les garanties américaines aient des limites, le paysage géopolitique commence à changer d'une manière difficile à inverser. En même temps, ce serait une erreur de voir cette situation comme une simple victoire iranienne ou comme un effondrement irréversible de l'influence américaine. Les transitions de pouvoir sont rarement nettes ou immédiates. Les États-Unis contrôlent encore d'immenses outils financiers, militaires et diplomatiques qu'aucune autre nation ne peut entièrement reproduire. Les États du Golfe restent également profondément liés à l'infrastructure de sécurité occidentale, à la coopération en matière de renseignement et au système de défense construit sur plusieurs décennies. Ce qui se dessine, probablement n'est pas le remplacement soudain d'un ordre dominant par un autre, mais l'émergence d'un équilibre régional beaucoup plus fragmenté et transactionnel, où les États diversifient leurs alliances au lieu de compter exclusivement sur un seul protecteur. Voilà la véritable signification des délégations du Golfe se rendant à Téhéran. Ce n'est pas une reddition, c'est une diversification stratégique née de la peur que les anciennes certitudes ne tiennent plus. En langage moins flatteur, c'est ce qui arrive quand les Alliés commencent à acheter des batteries de secours après qu'on leur a promis une alimentation électrique sans fin. Et peut être que le point le plus important dans tout cela, c'est que l'Iran comprend la patience mieux que la plupart de ses rivaux. Téhéran a passé des décennies à survivre aux sanctions, aux campagnes d'isolement, à la guerre économique et à la pression militaire. Sa direction calcule sur de longs cycles. Elle sait que le temps lui-même peut devenir un atout stratégique lorsque les adversaires font face à des élections, à la pression des marchés, à l'opinion publique et à des crises de gestion des alliances. Voilà pourquoi Téhéran ne semble pas pressé de forcer des résultats immédiats. Plus l'incertitude plane longtemps sur Ormuz, Bab el-Mandeb, les marchés de l'énergie et la stabilité économique du Golfe, plus le levier s'accumule discrètement entre les mains de l'Iran, sans qu'un seul autre coup de feu soit tiré. Dans cet environnement, l'urgence n'appartient pas à Téhéran, mais aux États dont les économies dépendent du rétablissement de la prévisibilité le plus rapidement possible. La patience n'est pas assez spectaculaire pour une formule de scène à la Trump, mais dans cette crise, elle pourrait bien être l'arme la plus bruyante. Ainsi, la vraie question pour la suite n'est plus de savoir si cette crise a exposé des vulnérabilités. C'est clairement le cas. La question est de savoir si les dirigeants du Golfe ont fondamentalement mal calculé en s'alignant trop étroitement sur une stratégie de pression qui a sous-estimé le levier géographique de l'Iran et surestimé la volonté de l'Amérique d'escalader, ou si Washington est encore capable de reconstruire assez de pression, d'unité de coalition et d'endurance économique pour forcer Téhéran à faire des concessions significatives avec le temps. Ce débat définira la prochaine phase de cette crise, parce que ce qui se passera ensuite dans le Golfe façonnera non seulement la sécurité régionale, mais aussi l'équilibre futur entre l'influence américaine, l'expansion économique chinoise et l'ordre multipolaire émergent qui prend désormais forme à travers le système mondial. Et si la prochaine phase repose seulement sur des slogans plus bruyants, la région pourrait une fois de plus découvrir que le volume n'est pas une stratégie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.